Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, Ok. Eh bien, je vous propose de commencer. Donc, bonsoir à toutes et tous, et j'ai grand plaisir à vous retrouver pour un INSA Talk sur le sujet de la Suisse ce soir. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe INSA, et c'est au nom du groupe INSA bien, que je vous souhaite la bienvenue pour ce 20e INSA Talk. La Suisse, destination de proximité, alors c'est vrai qu'on en parle quelquefois peu par rapport à d'autres destinations et pourtant, chaque année, de nombreux diplômés s'y installent, s'expatrient. C'est une terre multiculturelle, multilingue. Et vous êtes alors plus de presque 400 inscrits ce soir. J'espère que les autres vont vite nous rejoindre pour entendre eh bien, nos diplômés, donc pour cette fois basés en Suisse. Ce webinaire est ouvert donc à tous les étudiants, tous les élèves ingénieurs du groupe INSA. Le groupe INSA, ce sont 13 établissements, 7 INSA en métropole, plus 6 écoles partenaires. Autant dire que nous avons une belle communauté avec nous ce soir. Vous connaissez les règles, vous pourrez poser les questions sur le chat. Et ce soir, nous aurons Nicolas Emery. Nicolas qui est diplômé INSA Rennes en 98 en génie électrique. Nicolas est basé à Fribourg. Il est directeur de projet chez Groupe E, à la direction technique et infrastructure. Il est installé en Suisse depuis plus de 10 ans et aura donc toute légitimité pour co-animer cette partie questions-réponses. Mais avant de démarrer tout cela, eh bien, nous avons plusieurs invités. Euh, un premier qui est l'invité institutionnel et j'ai plaisir à vous présenter ce soir donc Marilyn Cornen qui vient d'être d'ailleurs nouvellement nommée directrice de la formation à l'INSAREN. Donc toutes nos félicitations pour cette nouvelle nomination Marilyn et je te passe la parole. On ne t'entend pas Marilyn. Non, Est-ce que c'est mieux? c'est parfait. À toi. Donc je reprends. Merci Marie-Pierre. Et en effet, ma nomination est toute nouvelle puisque j'ai été nommée directrice des formations il y a un peu moins de 4 semaines à Rennes. Alors ceci étant, je ne suis pas toute nouvelle à l'INSA de Rennes. Ça fait quelques années qu'on peut me croiser dans les couloirs puisque ça fait 15 ans que j'y enseigne. Et puisqu'on dit INSAlien un jour, INSAlien toujours, figurez-vous que je suis également diplômée de l'INSA de Rennes, génie physique 2002. Alors je suis ravie de passer ce petit moment avec vous ce soir pour le 20e INSA Talk, si je ne me trompe pas, qui nous amène donc en Suisse. Alors, il est évident que j'adhère complètement à ce concept, hein, INSATOL, puisque c'est un dispositif qui permet de vous donner plus de perspectives, que ce soit sur les mobilités, mais aussi sur les idées de carrière à l'international. Donc, très bonne idée, très bon concept. Alors, c'est vrai que quand on parle d'international, on pense souvent aux destinations lointaines, un petit peu moins à ce qui est un petit peu plus proche de nous et à nos pays limitrophes. Et pourtant, comme le disait Marie-Pierre, la Suisse est un pays exceptionnel qui offre une multitude d'opportunités, notamment aux étudiants ingénieurs qui sont à la recherche d'expériences enrichissantes au niveau international. Alors, bien que la Suisse soit située en Europe, c'est un pays indépendant qui a choisi de ne pas adhérer à l'Union européenne. Et malgré tout, elle entretient des relations économiques et politiques étroites avec l'Union européenne grâce à une série d'accords bilatéraux, ce qui fait que on trouve aujourd'hui avec la Suisse de nombreux terrains d'entente et au niveau de la coopération, on va la retrouver évidemment au niveau du commerce, mais aussi dans le domaine de la recherche et de la mobilité des personnes, ce qui nous intéresse particulièrement ce soir. Alors vous le savez, hein, dans le cursus INSA, vous avez une mobilité obligatoire. Si les chiffres qu'on m'a transmis sont exacts, en Suisse, on a eu à ce jour normalement 700 mobilités. Au niveau académique, le groupe INSA a 4 accords avec des universités suisses, ce qui fait que tous les ans, en permanence, on a environ 20 élèves, enfin 20 étudiants qui partent en Suisse chaque année. Alors la mobilité est quand même très importante hein, dans le cursus et pour après, puisque quand on regarde les chiffres du groupe, on voit que plus de 10% de nos diplômés sont aujourd'hui basés à l'international. Cette dimension internationale, elle est importante pour tout le groupe. Et c'est pour ça que le groupe travaille sans relâche à maintenir des accords et à étoffer toujours plus en fait, les possibilités de mobilité.
Le groupe s'efforce aussi de multiplier les pistes de réflexion et prospective pour vous aider à construire au mieux votre parcours, à croiser les idées, à toujours enrichir ce qu'on peut vous offrir et ce qu'on peut vous permettre de développer pour plus tard. Alors, quand je vois le nombre d'inscrits à la session de ce soir, je me dis que finalement, tout ça est quand même fort utile et c'est une belle reconnaissance, une belle récompense de voir le public en fait, qui se joint à nous sur ce genre d'événement. Je vais vous laisser tirer profit maintenant au maximum de ce moment d'échange. Je vais vous laisser partager vos expériences. Soyez inspirés, apprenez, réseautez, projetez-vous vers l'avenir. Et je vous souhaite des échanges fructueux ce soir et surtout, surtout, le meilleur pour la suite de votre parcours. Donc, merci à tous. Merci beaucoup Marilyn pour ce propos introductif et pour ta participation ce soir. Alors, est-il encore nécessaire de présenter les INSATO? Je ne le crois pas, au regard effectivement d'une belle participation ce soir. Merci donc à ce public INSA toujours aussi fidèle. Et c'est effectivement, comme on vient de le dire, eh bien, l'occasion de réseauter, de fédérer aussi notre communauté INSA autour de valeurs de bienveillance, toujours avec cette note d'international, vous l'avez compris, qui fait partie de l'ADN du modèle INSA. Alors, le sujet aujourd'hui, la Suisse, destination de proximité. Nous avons 3 invités d'exception, tous basés en Suisse. Alors, je passe... Je vais mettre mes écouteurs juste 2 secondes. Voilà, donc on aura dans un premier temps Eric Cornelson, qui est diplômé INSA Lyon 2014 en génie mécanique. Il est consultant et basé à Zurich. Nous entendrons ensuite Azénor Lemoine, diplômé INSA Rennes, génie civil 2012. Azénor est basée à Olten, dans le canton de Soleure. Elle est chef de projet pour les accès hangars et bâtiments techniques au chemin de fer suisse. Et enfin, Damien Patier, diplômé INSA Centre-Val de Loire, système automatisé, promo 2005. Damien travaille chez Ophthalmic Systems à Portes, dans le canton de Berne. Voilà, donc 3 témoignages et je passe tout de suite la parole à Eric. Bonsoir à tous. Merci tout d'abord, Marie-Pierre, d'avoir organisé cette discussion. C'est un plaisir pour moi de partager un peu mon parcours. Alors, comme vous avez dit, je m'appelle Eric, j'ai 33 ans et je suis brésilien d'origine. Je suis arrivé à l'INSA de Lyon en 2009. J'ai intégré la filière internationale à Mélinsa. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une filière où la moitié des étudiants viennent de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale. Et il y a environ 80 étudiants. Et après les 2 premières années du premier cycle, j'ai décidé d'intégrer le département de génie mécanique, conception et innovation produit. C'était la première promotion de cette formation. Et sa particularité, c'est une formation par apprentissage. Donc, en fait, on a un contrat d'une durée de 3 ans avec une entreprise et on passe 2 semaines à l'INSA et 2 semaines en entreprise. Donc, j'ai eu mon diplôme en 2014 et ma première expérience professionnelle était chez Saint-Gobain. C'est un groupe français que je pense que vous le connaissez. Et j'étais basé en Angleterre. Donc, je faisais partie d'un département d'ingénierie qui s'occupait des projets d'investissement du groupe au niveau international. Et je participais à des projets depuis la phase de conception mécanique des nouvelles lignes de production jusqu'au suivi de la fabrication et aussi l'installation et la mise en service euh, aussi à travers l'Europe, à travers l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et je suis resté 5 ans dans cette position et je me suis de plus en plus intéressé vers l'automation industrielle. C'est ce qui m'a poussé à me spécialiser dans ce domaine d'automation industrielle. Et j'ai eu l'opportunité d'intégrer Amazon en Italie en tant qu'ingénieur automaticien dans l'équipe de maintenance. Et je donnais du support à la production, surtout pour les points liés à l'automation, mais aussi je travaillais sur des projets d'amélioration continue. Et après, pour des raisons personnelles, en fait, ma femme, elle a eu une offre pour aller travailler à l'Université de Constance.
Et on a décidé donc de déménager ici au nord de la Suisse. Oui, Madame Perrin, excusez-moi de vous déranger. Je me permets d'appeler parce que j'avais peur que vous souligniez. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, donc je disais pour des raisons personnelles, donc j'ai déménagé en Suisse, au nord de la Suisse. Tout d'abord, j'ai travaillé pour une PME, donc une petite entreprise suisse spécialisée dans le domaine de l'automation. Et j'ai travaillé sur des projets, concevoir des systèmes automatisés, surtout pour l'industrie agroalimentaire. Donc, je suis resté presque un an et demi dans cette entreprise. Et après, j'ai eu l'opportunité de joindre une entreprise de conseil et travailler sur un projet à l'aéroport de Zurich. Donc, c'est le plus grand aéroport qu'on a en Suisse. Et ils ont un grand projet qui s'étend sur plusieurs années euh, d'agrandissement et modernisation des machines. Et donc, mon rôle, c'est de donner du support pour tout ce qui concerne l'automation. Donc, juste pour conclure, donc j'ai à peu près 10 ans d'expérience. J'ai travaillé dans différents types d'entreprises, grosses entreprises, PME et conseils. J'ai commencé ma carrière en génie mécanique et après environ 5 ans, j'ai changé un peu de parcours. J'ai changé pour l'automation. Et donc, j'ai travaillé sur différents types d'industries. J'ai commencé dans l'industrie qui fait des matériaux de construction. Après, j'ai travaillé dans la logistique, dans l'agroalimentaire et maintenant dans l'aéroportuaire. Donc, j'ai beaucoup d'expérience à l'international. Donc, je suis né, j'ai grandi au Brésil, après 5 ans en France pendant mes études, 5 ans en Angleterre, presque un an et demi en Italie et presque 3 ans en Suisse maintenant. Et donc, je dois apprendre, développer des connaissances linguistiques. Donc, le portugais, c'est ma langue maternelle. En France, j'ai beaucoup amélioré mon français. J'ai aussi appris l'italien et l'anglais. Malheureusement, j'avoue que je n'ai pas appris l'allemand. C'est trop compliqué pour moi. Et voilà, c'était tout. Merci beaucoup, Eric, pour ce témoignage, donc très intercontinental, très européen, très international et très inspirant, je dirais. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Azénor Bonjour. pour une autre trajectoire. Ouais, vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Bonjour de ma part, donc Azénor Lemoine, et merci aussi pour cette présentation de ce soir. Alors pour moi, je vais aller directement tracer deux parallèles. On va dire déjà pourquoi le côté privé qui répond plus au côté pourquoi la Suisse, et puis aussi le côté professionnel qui est plus comment la Suisse, même si bien sûr les deux sont liés. Alors déjà, pourquoi la Suisse? J'ai fait Erasmus en Allemagne, à Dresde, pendant mes études à l'INSA. Et donc, j'ai appris l'allemand, en plus de ce que j'avais déjà appris avant à l'école. Quand je suis revenue d'Erasmus, j'avais envie de repartir à l'international pour utiliser l'allemand que j'avais appris. Je trouvais ça, sinon, enfin, c'était une belle opportunité et continuer à l'utiliser. Et puis, mon conjoint est en Suisse. La Suisse est apparue comme une destination assez logique. Après 5-6 ans, j'ai quand même décidé de retourner en France au niveau familial, ayant moi-même une famille et j'ai eu envie de me rapprocher, de revenir un peu aux origines, de tester la France puisque j'avais auparavant pas encore travaillé en France. Et puis après 2 ans et demi, finalement, une décision plus sur du long terme, retour en Suisse. Au niveau professionnel, alors déjà, je préciserai que après mon diplôme d'INSA en 2012, j'ai fait en fait un double diplôme avec l'école d'architecture de Rennes. J'ai commencé en dernière année avec de l'INSA et j'ai fini en 2014. Ce qui fait que, bien sûr, au niveau professionnel, j'ai une petite orientation, enfin même une large orientation vers l'architecture. Quand j'ai cherché mon premier emploi, je cherchais un rôle assez global pour pouvoir lier ces deux aspects-là. Je me suis orientée vers l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Faut savoir aussi que, selon mon ressenti, c'est que en France, on est très généraliste quand on sort des études
Et en Suisse, on est très spécialiste, on est tout de suite prêt à travailler, on a des connaissances, on est efficace, même si en France, on a fait des stages, on a quand même, je trouve, besoin ensuite d'apprendre le métier en travaillant concrètement. Donc, il y avait ce petit aspect à appréhender lors des recherches d'emploi. Après, j'ai voulu tester l'architecture, on va dire, pure. Donc, j'ai travaillé dans un bureau d'architecture, en fait, un bureau de construction avec un pôle maîtrise d'œuvre. Parce qu'encore une fois, il y a une petite différence, c'est qu'en Suisse, on n'a pas... Enfin, en fait, en France, on est obligé d'être architecte, d'être inscrit à l'ordre pour faire les permis de construire, etc. En Suisse, c'est quand même un peu différent. C'est plus libéralisé. Donc là, je travaillais, il y avait d'autres pôles dans l'entreprise, dont un petit pôle maîtrise d'ouvrage et puis finalement, pardon, un petit pôle maîtrise d'œuvre. Et finalement, j'ai décidé de repartir vers la maîtrise d'ouvrage sur du plus long terme. Et donc maintenant, je travaille chez donc au CFF en français ou la SBB en allemand. Et donc là, c'est vraiment du management de projet. C'est vraiment du côté organisationnel qui est très important. Voilà, avec des potentiels pour d'évolution vers la gestion de portfolio qui est très, très intéressante. Alors, on va dire un petit résumé, c'est les petits mots que j'ai écrits là au niveau voilà, privé, professionnel. En Suisse, c'est très divers. C'était ce côté-là qui m'a manqué un petit peu en France. Bien sûr, c'est très stimulant tout ce qu'il y a à apprendre. Il y a aussi le côté langue dont Eric parlait auparavant. Il y a quand même 4 langues qui sont, on va dire, nationales. Je parle le français, bien sûr l'allemand. Il y a aussi du potentiel pour apprendre encore d'autres langues, l'italien. Et au quotidien, je suis dans la partie alémanique, mais malgré tout, il y a ponctuellement, mais très régulièrement, il y a l'occasion de parler français. Au niveau professionnel aussi, même si, encore une fois, je suis côté alémanique, il y a des équipes dans la partie francophone. Donc, et c'est toujours intéressant parce que le fait d'avoir les 2 langues, ça permet aussi d'avoir des projets sur toute la Suisse. Donc, c'est vraiment pas mal. Il y a ce que j'appelle la connectivité. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais la carte du milieu que je montre là, qui est sur la droite, on voit tout le réseau, la densité du réseau de transport commun. C'est vraiment un grand confort au quotidien et aussi au niveau professionnel de les utiliser. Le seul point noir, on va dire pour moi, c'est bien sûr que la Bretagne est éloignée. C'est pas facile d'y retourner tous les jours, mais voilà. Et au niveau professionnel, là où je travaille actuellement, je suis largement dans une équipe, je travaille avec beaucoup d'architectes dans mon équipe, il y a quelques ingénieurs aussi, mais au niveau des équipes de projet, c'est vraiment beaucoup d'ingénieurs, donc c'est parfait ce mélange ingénieur-architecte. Il y a un bon équilibre privé-professionnel, je préciserai que je travaille à 70%. C'est-à-dire qu'un jour et demi par semaine, je ne travaille pas et c'est pas pour ça que j'ai quand même des projets à responsabilité. Il n'y a pas de différence qui est faite avec ça. Donc, c'est vraiment un grand confort, c'est respecté, c'est même promu, c'est vraiment bien. Et il y a vraiment beaucoup de possibilités d'évolution, je trouve, que ce soit dans l'entreprise où je travaille, mais aussi plus largement sur la Suisse. Et après, j'ai mis 2 autres petites photos. La première tout en haut, c'est pour, voilà. En Suisse, on n'est jamais loin de la montagne, des lacs. Vraiment, le côté nature est très proche et on peut vraiment en profiter au quotidien. Et puis en bas, c'était pour montrer un peu l'idée avec les accès en gare qui sont dans la continuité des espaces publics, en fait, qui sont pas vraiment séparés de la route. Il y a vraiment une continuité et que je trouve très agréable et que je trouve un aspect que j'ai découvert ici que je ne connaissais vraiment pas avant. Voilà de mon côté. Merci beaucoup, Azénor. Et je peux témoigner, hein, l'année dernière, moi j'ai fait un petit tour en Suisse. Là, on a pris le train pour faire le tour des Alpes. Ponctualité assurée. Et comme tu l'as dit, c'est effectivement une vraie proximité entre l'accès au train et puis les rues piétonnes, les espaces culturels. C'est vrai que c'est très bien fait. Merci en tous les cas pour ce partage. Je pense que ça suscitera pas mal de questions. Mais avant tout, je vais passer la parole cette fois à Damien pour un 3e témoignage, diplômé en Suisse. Damien? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, parfait. Alors, bonsoir, moi c'est Damien Patier de la promotion 2005 de l'ISA Centre Val-de-Loire avec spécialité système automatisé et informatique industrielle. Donc, pour ces 6 minutes, je vais essayer de vous présenter 2 points qui pourraient paraître des détails, mais qui peuvent être
décisif dans la façon dont vous pouvez vous sentir dans le travail en Suisse ou être perçu en Suisse. Donc, mon parcours, c'est environ 2 ans en France et 15 ans en Suisse maintenant, et toujours en cours. Donc, ça peut paraître inégal comme durée pour comparer France et Suisse, mais c'était 2 entreprises dans lesquelles j'ai travaillé qui avaient la même typologie, donc des petites ou moyennes entreprises avec le même domaine d'application, des entreprises familiales et avec une forte orientation sur la recherche et développement, donc un tiers à peu près des effectifs uniquement d'ingénieurs, de docteurs sur la recherche et développement. Donc, les 2 premières années en France, je suis arrivé avec l'étiquette généraliste, donc j'ai fait vraiment de tout avec du design mécanique, du design électronique, du développement software embarqué et développement d'applications, d'interface utilisateur, pardon. Ça allait aussi jusqu'à la gestion de projet, aller sur les salons, pour dépanner, pour installer, pour faire de la veille sur les concurrents, même voire dépanner des médecins, les key opinion leaders. Donc, plein de choses. Après ces 2 ans, donc on peut voir un des exemples de produits fabriqués d'appareils médicaux donc développés dans cette entreprise, celui qui est tout en bas à gauche. Après ces 2 ans, ma femme, qui est franco-suisse, a eu une opportunité en Suisse. J'ai démissionné et je l'ai suivi. Avant de partir, j'ai pris des contacts, donc j'ai fait fonctionner le réseau. J'ai eu une liste d'entreprises qui pourraient m'intéresser en Suisse. J'ai fait à peu près 2 mois de chômage avec l'équivalent, avec le suivi, l'équivalent de Pôle emploi en Suisse. Au bout de 2 mois, une de ces entreprises que j'avais dans ma shortlist, j'ai décroché un entretien. Et depuis 15 ans, j'y suis dans cette entreprise, Zimmer Group. C'est une entreprise qui est suisse-allemande, donc essentiellement des personnes suisses-allemandes, et donc comme familiales, donc vraiment des environs de Bienne où se situe cette entreprise, qui est à la limite du Röstigraben, de la limite linguistique entre la Suisse alémanique qui parle allemand et la Suisse romande qui parle français. Donc c'était l'un des premiers défis, c'est donc la langue, comme j'ai pu le mentionner ici en 2008. Donc, premier défi, donc arriver à se faire comprendre et surtout arriver à convaincre les gens avec les idées techniques en allemand. Donc, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'est aussi un des points dont je parle dans les différences, c'est qu'en tant qu'ingénieur INSA plutôt généraliste, on va très souvent prendre l'étiquette ou le rôle de chef de projet. Et en Suisse, la grosse différence que j'ai vue, c'est au niveau l'exigence technique peut être très haute, surtout dans les entreprises qui sont vers la recherche et le développement. Donc, j'avais des docteurs, des ingénieurs de grandes écoles polytechniques, EPFL Lausanne ou ETH7 comme collègues. Donc, ça va vraiment dans les détails. Et on va être challengé sur les questions techniques. Donc, ça, c'était les 2 premiers défis en 2008. Après quelques années, j'ai vraiment pu approfondir ces questions techniques. J'ai voulu diversifier encore mes connaissances techniques avec une formation. Ça m'a permis aussi de voir comment fonctionne la formation continue en Suisse, avec une facilitation, même pour des petites ou moyennes entreprises, à l'accès à la formation. Donc, que ce soit en payant la formation ou en libérant des jours dans la semaine pour continuer à travailler, mais aussi faire la formation, et au niveau académique, aussi une facilitation avec des aménagements, que ce soit les cours tous sur une seule journée ou le soir, et des prises de conscience par rapport aux besoins et aux intérêts de l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment aussi très, très intéressant de connaître ça. Et ça m'a ouvert d'autres opportunités sur des nouveaux projets, de nouveaux développements, plus de responsabilités. Et un peu avant 2009, j'avais eu envie aussi de faire les choses différemment au niveau de la gestion des équipes, de gestion de projets, de gestion des personnes. Et j'ai décidé, on m'a aussi donné l'opportunité de diriger une équipe de 3-4 ingénieurs tout en continuant à développer moi-même et donc avoir gardé les mains dans le cambouis vers 2019. Et avec ça, je passe aussi de l'autre côté de la barrière où j'ai recruté des ingénieurs. Ça m'a confirmé dans une idée, donc c'est le deuxième point dont je voulais parler, qu'il y a une tendance, une tendance en Suisse plus exacerbée le sens du collectif, du consensus, de la modération dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Vous passez par exemple dans
dans un meeting, on ne va pas forcément vous dire que ce que vous dites, c'est n'importe quoi. On peut vous faire des propositions, par exemple, avec des argumentés pour diriger vers un autre sens, ou une proposition d'un autre collègue va être intégrée à votre idée. Ce ne sera pas forcément votre idée, ce sera une idée collective qui germe. Et donc, ça c'est aussi quelque chose avec lequel qu'il faut prendre en considération en Suisse. Ça peut paraître un détail, mais ça peut être décisif dans la façon dont on se sent dans le travail en Suisse. Et je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais c'est à peu près 6 minutes, je pense. Parfait, merci beaucoup Damien. Bon, on le voit, trois témoignages et déjà des perspectives, des regards croisés. Alors malheureusement, Nicolas, je pense qu'il devait assurer la partie Q&A n'est pas là, donc je vais prendre le relais. Je m'adresse cette fois à notre public et donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'en ai déjà une puisqu'on a parlé beaucoup de langues étrangères. Quels sont finalement les prérequis quand on veut travailler en Suisse? Est-ce qu'il faut obligatoirement l'anglais, le français, l'allemand? Voilà, est-ce qu'il y a déjà des exigences particulières propres à la Suisse à ce niveau-là? Je ne sais pas si Eric, Azénor ou Damien, vous voulez répondre. Je peux répondre ou Eric. Nous, Vas-y, Damien. C'est bon? Ok. Au niveau de l'entreprise dans laquelle je suis, donc il peut y avoir différentes cultures suivant les entreprises. Nous, c'est très centré sur le suisse-allemand. Donc, ça va être très conseillé, disons, d'avoir d'allemand suivant le poste que l'on fait et éventuellement l'anglais suivant le profil qu'on a. Nous, juste le français dans la partie alémanique, ou en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est pas suffisant. Donc, il faut au moins avoir un minimum d'allemand ou alors vraiment très bien parler anglais. Et pourtant, le suisse-allemand est différent du Hochdeutsch. Oui, ça c'est encore une spécificité. Le dialecte entre en compte aussi. Mais si on a l'allemand, déjà, ils font l'effort au début. Souvent, ils ont tendance à switcher en suisse-allemand très vite. Mais oui, là, en tout cas, dans l'entreprise dans laquelle je suis, qui est plutôt locale, oui, c'est mieux de parler allemand. Même si la plupart parlent très bien français. Mais... Très bien. Alors, on a une autre question. C'est vrai que vous avez tous une moitié de votre vie privée finalement en Suisse. Est-ce que cela aussi, c'est un des prérequis pour finalement arriver à trouver du travail en Suisse ou pas nécessairement? Parce qu'on s'interroge bien sûr sur les formalités administratives d'une manière générale pour avoir le permis de l'autorisation de travailler en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors, de mon côté, pas du tout, hein. Je pense qu'on peut venir en Suisse très facilement. On trouve du travail assez rapidement et on a automatiquement, ça se fait très bien, les formalités administratives sont très faciles. Ils sont vraiment habitués, hein. Il y a énormément d'étrangers, on va dire, d'étrangers entre guillemets, mais en Suisse. Et donc, ça se fait très bien et il n'y a pas besoin d'avoir de partie ou de conjoint suisse, à mon avis, hein. Ouais. Oui, aussi, je pense aussi c'est la même chose et c'est pas du tout obligatoire. Et il faut juste trouver une position et après contacter l'entreprise. Et je pense que juste on peut faire le lien avec la question précédente. Pour les langues, c'est pas du tout obligatoire d'avoir l'allemand ou le français. Ça va dépendre. Mais bien sûr, si vous avez quelques langues en plus, ça peut être un avantage, mais c'est pas du tout obligatoire. Il faut avoir l'allemand, il faut avoir l'anglais, il faut avoir l'italien. Je pense que ça va dépendre. C'est pas du tout obligatoire d'avoir un conjoint en Suisse ou quelque chose comme ça. Ok. On avait une question sur le double diplôme en Suisse. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, aucun INSA n'a un accord de double diplôme avec une université en Suisse. Une des raisons, c'est que la réciprocité en fait, des flux est très difficile. On a peu de Suisses qui viennent en France, alors qu'il y a beaucoup de Français, en tous les cas, qui sont intéressés pour aller étudier en Suisse. Et donc, non, malheureusement, la réponse est non. Après, je pense que vous auriez la possibilité une fois le diplôme ingénieur INSA obtenu, de prétendre de vous inscrire directement dans une université pour un master, pour un complément de formation. Il n'y a pas de double diplôme aujourd'hui en vigueur.
Une question aussi qui s'adresse plutôt à Damien. Tu parlais, Damien, des exigences techniques. Est-ce que tu peux développer un petit peu, et là encore, quelles sont ces spécificités suisses, en tous les cas, selon ton expérience, Oui, par alors, rapport peut-être à un job en France ou, qu'est-ce que tu veux dire par le job en France? En tout cas, au niveau de l'exigence technique, ce que je voulais dire, moi, je suis arrivé en tant qu'ingénieur de développement software. On m'a surtout demandé de travailler sur ça. Ce que disait Azénor par rapport à la spécialité des Suisses, ils attendent quand même une forte spécialité, même en tant que chef de projet. Et, sur le développement software, j'ai vu que ça prend l'humilité, en tout cas. J'ai vu que j'avais beaucoup à apprendre. Ça a été une opportunité d'apprendre beaucoup, mais ça va dans le type de langage de programmation, dans les designs. Je parle vraiment de juste programmation software, donc je n'ai pas envie non plus d'aller dans les détails, mais quand mon chef qui a un doctorat en informatique qui va très loin dans l'architecture des softwares, jusque dans l'operating system, qui connaît les détails jusque dans le détail, et vous venez avec une idée et il va falloir être capable de l'argumenter et puis pouvoir de défendre son idée au niveau technique, juste pas de manière superficielle, mais vraiment plus détaillée, vraiment techniquement étoffée, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Une question sur... alors, oui, comment est perçu finalement l'INSA et le diplôme INSA en Suisse? Vous qui avez fait des entretiens donc d'embauche, est-ce qu'un diplôme d'ingénieur français d'une part et INSA d'autre part est connu, valorisé? Je pense que ça va dépendre de la zone géographique. Si c'est par exemple, c'est un peu l'impression que j'ai eue quand je passais des entretiens. Si on est vers la zone de Genève, par exemple, les recruteurs, bien sûr, ils connaissent l'INSA. Mais si on est dans un coin perdu dans le canton de Sainte-Gallen, où j'étais avant, ils connaissent même pas, je pense, ils connaissent pas pas forcément les universités, les écoles d'ingénieurs en France ou comment le système. Et Même chose. Près de Bienne, à Berne, à Zurich, qui ne connaissent pas les INSA. Donc, essayer de trouver un équivalent en Suisse qui le comprenne, que ce soit des grandes écoles. Ouais. Ouais. Après, pour moi, Oui, Azénor, pardon. ouais, je voulais préciser juste que je pense que, ben, bon, moi, au début, ça n'a jamais posé de problème parce que je pense que sur le diplôme, c'est quand même marqué équivalent master et ingénieur. Et à partir de ce moment-là, voilà. Et je pense que ben là, maintenant où je travaille chez les CFF, là, la SBB, bon, c'est sur toute la Suisse, c'est très gros, hein. Je pense qu'ils connaissent quand même, ils savent les équivalents parce qu'ils ont déjà dû, enfin, j'imagine qu'ils ont déjà dû avoir des personnes où ils doivent savoir les diplômes étrangers parce qu'ils en ont tellement que, bon, voilà. Mais ça doit dépendre, oui, des endroits. Ouais. Bon, nous avons plus de 700 diplômés, hein, INSA en Suisse, donc, et je m'adresse là aux trois qui nous écoutent. Bah, voilà, à vous de faire rayonner la marque INSA en Suisse dans les entreprises. Azénor, d'ailleurs, une question pour toi. Ce double diplôme, donc ingénieur architecte, est-ce que ça a été décisif aussi pour ta trajectoire et pour un emploi en Suisse? Est-ce que c'est quelque chose finalement que tu recommanderais? Alors, c'est vrai que c'est particulier. Je le recommande au niveau, pour moi personnellement, c'était vraiment bien. En fait, c'est quand j'ai fait l'INSA, j'ai su qu'il y avait cette possibilité de double diplôme. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Après, en Suisse, c'est vrai que c'est assez particulier. Les gens n'y croient pas parce que les études sont quand même assez longues. Et alors qu'en France, finalement, en 7 ans, enfin, j'ai eu les deux. Et du coup, voilà, après, ça reste un diplôme. Et comme je le disais, ben, voilà, il faut ensuite le travailler pour avoir les compétences professionnelles, en fait. Et c'est ça qui est important. Et des fois, ça fait beaucoup de théorie. Et il faut quand même passer à la pratique à un moment. Et voilà, après, décisif pour la Suisse, je pense pas, parce qu'en France, c'est plus connu. Je pense qu'il y a des postes qui doivent être réservés à ce genre de diplôme.
Mais après, je pense qu'au début, ça m'a quand même permis d'aller dans des... Parce que j'ai commencé directement avec l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et en général, c'est plutôt un poste qu'on a avec plus d'expérience. Et là, bah, ils m'ont fait confiance, je pense du fait des diplômes, quoi. Je pense quand même que ça a aidé sur ce côté-là. Voilà. Et ça permet de jongler, hein. Enfin, au quotidien, c'est quand même... c'est super parce que ça permet d'aller du côté architecte et du côté et tout en ayant le côté ingénieur qui est très recherché pour la gestion d'équipe. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, ouais. Donc, le besoin d'ingénieurs en Suisse est avéré. Oui. Je Ah pense Bah, oui, là où oui. là où je dans le monde travaille, entier. on peut avoir une prime, hein. Ils nous disent régulièrement si on recommande des gens et que ça finit par aboutir, hein, on a une prime. Ils recherchent du monde, hein. Ouais, ouais. Donc là, tu en as déjà, alors moins vous, ça fait 104 potentiels recrutés en Suisse, voilà, dans les mois ou années qui arrivent. On s'interroge bien sûr sur les différences de salaire entre la France et la Suisse. Le coût de la vie n'est pas le même, la couverture sociale n'est pas la même non plus. Est-ce que là aussi, vous pouvez nous éclairer? Je ne sais pas qui veut Qui veut prendre la parole. répondre? Moi, je pense c'est beaucoup plus élevé. Hein, avant de venir en Suisse, j'avais aucune idée. Il y a un livre qui est assez connu, celui de David Tallerman, pour connaître un peu la différence. J'étais très loin déjà du compte au niveau salaire, mais comme la vie est extrêmement chère, ça compense beaucoup. Au final, avec la qualité de vie, ça se compte aussi avec la qualité de vie, donc c'est difficile à dire, mais moi j'aurais tendance à dire que c'est quand même plus important, mais c'est vrai que si on regarde que le salaire, ça paraît énorme, surtout en tant qu'ingénieur. Mais le coût de la vie est très cher. On paye tout, les assurances maladie, la différence ouais, est moins grande que ce qu'on pourrait penser avec juste le salaire. Il y a aussi une autre chose, je voulais ajouter, qui est la Suisse, elle est répartie en différents cantons qu'ils appellent. Et chaque canton est un peu indépendant de l'autre pour beaucoup de choses. Et un point important, c'est les taxes. Et donc, par exemple, on voit beaucoup de différences de taxation entre les cantons. Donc, par exemple, les cantons de le côté francophone, ils ont peut-être un peu plus haut que le côté alémanique. Et il y a une différence assez grande entre les cantons au niveau taxes. Et les salaires aussi, il y a une différence aussi au niveau où vous êtes basé, en fonction de votre canton ou d'un droit géographique. Est-ce qu'on, enfin, j'imagine, et ça a déjà été évoqué un petit peu par Damien, peut-être, par Azena aussi, enfin par tous les trois finalement, mais quelle serait la différence majeure de management? Vous allez me dire que ça va peut-être dépendre d'une entreprise à l'autre, d'un grand groupe à une entreprise familiale, mais est-ce qu'il y a peut-être des différences majeures entre la France et la Suisse, ou est-ce que ce sont finalement des différences tout simplement interculturelles? Et ça, chaque fois que vous partez à l'international, même si c'est pas loin, vous serez confronté hein, à cette interculturalité et il faut bien sûr toujours la prendre en compte. Qui veut donner Je un pense élément de que réponse? ouais, il y avait Damien l'a évoqué aussi et je suis d'accord avec lui. Au sein des entreprises, il y a énormément de respect, il y a beaucoup d'ouverture, d'écoute en fonction de l'opinion de chacun. Et je trouve que bah, c'est bon à apprendre. Après, je pense qu'on en est capable, hein, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est un confort. Et puis, globalement, la communication est vraiment importante. Je pense qu'après, partout, hein, que ce soit en Suisse ou ailleurs, c'est très important. Mais la forme et faire attention aux autres, je trouve que c'est très présent ici. Ouais. Et Eric, toi qui as traversé déjà les continents et les frontières, tu as certainement été confronté chaque fois à ce défi interculturel, que ce soit finalement pour la vie privée, mais aussi pour la vie professionnelle. Oui, oui, bien sûr. Donc, la Suisse, c'est mon cinquième pays où j'ai vécu. Euh, et bien sûr, il y a des différences. Chaque pays a ses avantages et un peu ses inconvénients.
Et la Suisse, par exemple, elle a un des avantages ou ses avantages, ils sont très précis. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Ils sont euh, oui, précis avec les horaires, avec la documentation, euh, avec la façon de travailler. Et, euh, et peut-être un inconvénient, peut-être, je ne sais pas, Damien, est-ce qu'il y a un inconvénient de la Oui, culture alors, suisse oui, mais en fait, de ça dépend. travail? Hein? C'est ce que je disais, si on est à l'aise avec ça. Donc, c'est cette idée de collectif dont je parlais, des fois, ça peut être. Ah, c'était mon idée, j'avais porté ce projet, et puis il a été mélangé avec d'autres idées. Si on est à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Si on a envie de mettre en lumière notre idée, on peut se sentir un peu frustré, ce genre de choses. Ça dépend aussi du caractère. Puis ça aussi on l'a dit aussi, ça dépend des entreprises, grandes, petites. Si on travaille dans une grande entreprise américaine qui est basée en Suisse, où il peut y avoir une culture différente. Moi, au niveau local, pour la petite moyenne entreprise, si on est à l'aise avec ça, si le caractère va avec, moi je pense que ça va très bien. Si on a plus de mal, c'est sûr que on peut se sentir un peu frustré. C'est c'est possible. Est-ce que vous aviez fait votre stage enfin, votre projet de fin d'études, finalement, votre stage de cinquième année en Suisse? Est-ce que ça a pu être tremplin pour l'emploi derrière? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez aux élèves ingénieurs qui nous écoutent? Est-ce que c'est facile de trouver un stage en Suisse? Est-ce que vous-même, peut-être, prenez des stagiaires? Oui. Mais pas forcément suisse, mais oui, on prend beaucoup de stagiaires. Mais c'est pareil, c'est FF, hein. Ils nous prennent beaucoup de stagiaires, c'est FF. Alors, je ne sais pas combien d'élèves ingénieurs INSA font des stages en Suisse, mais il y en a, bien sûr. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Il y a eux, ils n'ont aucun problème avec les stagiaires, avec les personnes en alternance. Donc, c'est pas à ce niveau-là, c'est très ouvert pour des projets intéressants. Ce ne sera pas forcément le projet qui traînait dans un carton. Ça peut être vraiment intéressant de faire des stages en Suisse. C'est très, pour avoir géré quelques personnes en alternance ou stagiaires, c'est très cadré, très bien entouré. Ça fonctionne très bien. Après, j'ai pas eu de stagiaire français, donc je peux pas dire. Mais Damien, je crois que c'est toi qui parlais tout à l'heure de PhD. Euh, Est-ce que quelqu'un bah voilà, qui se lance finalement dans une carrière académique, qui a fait un doctorat, qui va faire peut-être un postdoc, est-ce qu'il y a cette facilité de pouvoir finalement aller travailler ensuite en entreprise? Euh, Quelle est la place finalement des docteurs en entreprise aujourd'hui en Suisse? alors, mon ressenti par rapport aux tailles de l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est plutôt positif parce qu'on a beaucoup de liens, que ce soit avec le PFL si on travaille près de Lausanne ou le THZ, beaucoup de liens avec le domaine de la recherche. Et donc, c'est pas quelque chose, ah, encore un docteur, ça va être théorique, on va ne rien nous apporter. Il n'y a pas il peut pas y avoir ce type de, quoi, ça peut arriver, mais j'ai moins ressenti ce type de choses. C'est plus vraiment, ah oui, c'est vraiment très bien, ah oui, tu as fait ça, donc ça va vraiment aussi aller dans la technique. Donc, les docteurs, oui, ça peut être vraiment une opportunité quand on va aller travailler dans une entreprise qui fait de la recherche ou du développement. En tant que docteur, mon ressenti, c'est qu'il peut y avoir un peu moins de préjugés sur le doctorat. Après, voilà. Oui, mon expérience, je pense que les docteurs ont une place sans équivoque hein, au sein des entreprises et qui a peut-être un regard encore un peu différent et plus favorable qu'il ne peut l'être en France, même si ce sont des choses qui évoluent là encore favorablement. Alors, on revient toujours à cet entretien d'embauche. Quels seraient finalement les pièges à éviter? On a un entretien d'embauche demain avec une entreprise suisse. Allez, qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas faire? Alors, ouais. Je vais laisser les autres finir si ça peut être déjà une petite. J'ai un point, moi, sur lequel, pour être passé de l'autre côté de la barrière, pour maintenant recruter des gens, il y a un point sur lequel, au niveau suisse, surtout au niveau roman, voilà, suisse roman. Azénor, tu as un point de vue, Eric? J'ai pas vraiment d'idée, je sais pas. Après, c'est vrai que
Bah, je pense qu'il faut être ouvert, faut bien écouter, enfin, faut vraiment écouter. Je pense que c'est important. Faut savoir où on veut aller aussi. Je pense qu'il faut être assez honnête sur soi-même, sur ce qu'on veut. Il y a une liberté d'exprimer, il y a la liberté de dire aussi ce qu'on veut. On est entendu et aussi les choix qu'on veut, les souhaits. Enfin, je trouve que c'est pris en compte. Voilà peut-être mon avis. Après, plus précisément. Là, je ne saurais pas quoi dire, mais peut-être que ça, c'est quand même une différence. Je trouve qu'en France, j'ai l'impression qu'on doit plus essayer de coller à quelque chose, etc. Ici, ben, on a le choix de dire ce qu'on veut. Alors, c'est peut-être lié aussi au fait qu'il y a pas mal d'emplois, donc en fait, on peut choisir. Peut-être que je dirais ça, voilà. Oui, je voulais juste ajouter, alors, comme dans tout entretien, je pense qu'il faut mettre en évidence non seulement les points techniques, mais aussi vos points humains. Et aussi peut-être un piège à éviter, c'est de, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui font le recrutement pour le même poste. Et donc, un peu le piège qu'on peut faire, c'est d'envoyer le dossier d'application à toutes ces entreprises. Et ça, c'est pas bien vu. C'est peut-être bien cibler bien une entreprise, envoyer son dossier. Et parce qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises, de sociétés de recrutement. euh, donc, on n'est pas sûr qu'est-ce qui se passe avec nos dossiers, en fait. Donc, mon conseil, c'est de bien cibler, envoyer un par un, attendre, peut-être demander un retour, si possible. Mais faire un peu attention parce que c'est pas très bien vu par les entreprises. Alors, on a parlé aussi, je ne sais pas si on est en capacité de répondre, mais on sait que, alors peut-être plus pour les Lyonnais, mais en tous les cas, la frontière suisse n'est pas loin, ou même pour Strasbourg. Quand on est frontalier, je pense qu'il y a un statut de frontalier évidemment spécifique. Personnellement, je ne connais pas tous les détails, mais est-ce que finalement, il vaut mieux être frontalier ou aller être installé en Suisse? Là encore, vous allez me dire, ben oui, ça dépend d'eux. Est-ce qu'on peut prétendre à obtenir la nationalité suisse Oui. si on passe un certain nombre d'années, peut-être 10 ans, je ne sais pas, en Suisse? Mhm. Quelles sont les conditions pour cela, pour évoluer? Et est-ce que finalement c'est un objectif que d'obtenir la nationalité suisse ou pas? Alors moi, je l'ai obtenu. Je ne sais pas si Azénor ou Eric veulent en parler, mais je suis franco-suisse. Donc, j'ai passé le petit entretien, le petit examen pour devenir suisse. Mais comme ma femme est franco-suisse, il y a aussi une naturalisation facilitée, donc qui permet, je crois que c'est après 5 ans de mariage, je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus. 3 ans, après 3 3 ans. ans, merci. Euh, donc c'est plus facilité. Sinon, on peut avoir un entretien un peu plus compliqué où faut connaître les dates de fondation, etc. Donc il faut connaître un peu l'histoire de Suisse et on peut connaître aussi la politique, etc. En tant que mari d'une franco-suisse, ça a été facilité. J'ai dû répondre à quelques questions et c'était tout. Au bout d'une certaine durée, je peux faire la demande, ça se passe très bien. Et je l'ai eu. Alors, pour quelqu'un qui ne serait pas marié, une franco-suisse, qui doit le faire par lui-même, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long, peut-être un peu plus long, compliqué, je ne sais pas, mais un peu plus long. Mais c'est possible. De mon côté, je vais commencer justement la demande parce que bah, moi aussi, je suis mariée en Suisse. Donc, pour faire ça, effectivement, c'est simplifié. Après, je connais pas mal de personnes qui font la demande de naturalisation. C'est assez courant, on va dire. Il faut avoir quand même vécu 10 ans dans le pays. Et c'est seulement au bout de 10 ans qu'on peut l'avoir. Alors, en effet, oui, c'est long, il faut payer un petit peu aussi, mais ça s'obtient. Voilà. Oui, juste pour ajouter, avec les visas, normalement, on commence avec... tous les visas, ils sont pas pareils. Donc, normalement, on commence avec un visa, un titre de séjour type B, et pendant 5 ans, plus ou moins. Et après, on peut passer au type C.
Et je pense qu'avec le type C, il y a quelques avantages. Et peut-être l'étape d'après, au bout de 10 ans environ, ce serait pour qui veut de se passer à avoir la nationalité suisse. Damien, tout à l'heure, tu nous parlais d'un point spécifique Ouais, à et retenir ça, justement pour les entretiens. j'ai vu la question sur le chat. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Azénor au niveau de l'honnêteté. Surtout au niveau suisse romand, je pense que c'est encore plus prégnant sur un peu le préjugé que peut avoir les Suisses, il y en a dans les deux sens, sur l'arrogance un peu à la française. Il vaut mieux éviter toute chose qui pourrait être pris pour de l'arrogance, que ce soit en gonflant trop son CV, en disant je parle couramment allemand, je connais tout du développement software. Peut-être vraiment juste sur l'honnêteté, puis ce que vous avez fait, ce que vous aimez faire. Plus d'honnêteté sur le profil, sur le CV, ça ne sera pas mal pris. Bien sûr, c'est un exercice d'équilibrisme, il faut quand même valoriser son profil. Mais en Suisse, ça peut être au niveau suisse romand, dans certaines entreprises, ça peut être mal perçu. C'est ça que je voulais dire. Je crois que c'est très important. Alors, l'humilité est en général une des qualités de nos ingénieurs INSA. Et comme le disait tout à l'heure Eric aussi, ce qui est très important, ce sont au-delà de compétences techniques, scientifiques de haut niveau, c'est what else, c'est les soft skills. Donc, soyez vous-même. Voilà, soyez et allez-y serein. Et ça, je pense que c'est vrai pour partout. Quelle que soit encore une fois l'entreprise, le pays, soyez vous-même. Je pense qu'il est important de bien se renseigner en amont. Plus vous préparerez votre entretien, vous vous renseignerez sur la Suisse, sur l'entreprise, sur justement la culture, sur ce qui se pratique, et mieux ce sera. Vous avez, on l'a dit tout à l'heure, il y a un réseau d'ingénieurs INSA qui est conséquent. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à rejoindre l'association INSA Alumni parce que vous aurez accès justement à ce réseau de diplômés en Suisse et ailleurs, puisque je crois qu'il y a 10-12% de diplômés INSA qui sont quelque part dans le monde. Donc, ce sont des dizaines de pays représentés. Et ça, c'est précieux. C'est vraiment la communauté. Donc, il faut que vous puissiez en bénéficier, que vous puissiez contribuer aussi au développement de cette communauté. Et le réseau, ça, c'est clé. C'est vraiment important partout où qu'on le soit. Alors, comment rejoindre l'association Alumni? Je pense que si vous recherchez sur le site web INSA Alumni, vous allez trouver quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un je crois qu'il y a quelqu'un de l'association qui pourrait mettre dans le chat aussi un lien ou un téléphone, un mail, mais je pense à un lien site web. Je pense à Michel, si tu peux nous écrire ça sur le chat. Est-ce que finalement, alors, quelle est la stratégie? Est-ce que on peut prétendre finalement à aller avoir un premier job en Suisse tout de suite après le diplôme, ou est-ce qu'il convient d'avoir une expérience ailleurs, en France ou dans d'autres pays? Quelles seraient vos recommandations? Je pense que ça serait bien d'avoir une expérience avant. Parce que, comme ils ont dit à Zénor et Damien un peu avant, moi aussi j'ai ressenti la même chose. Les ingénieurs suisses, ils ont une formation beaucoup plus spécialisée que la nôtre. Je pense qu'à l'INSA, on a une très bonne formation, mais c'est très différente. C'est une formation beaucoup plus généraliste. Et tandis qu'eux, ils ont une formation beaucoup plus spécialiste et même ils commencent souvent à travailler beaucoup plus tôt que nous. En France, par exemple, à l'âge de 16 ans, ils ont des apprentissages, beaucoup de stages. Donc, ils sont très spécialisés dans le domaine. Et peut-être si on arrive juste après l'école, peut-être qu'on va avoir un peu plus de difficultés. Peut-être si vous faites, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans d'expérience en France ou ailleurs, en Angleterre ou dans le pays, et vous maîtrisez bien un domaine, après peut-être ça va être un peu plus simple cette transition. D'accord, complètement. Oui, je suis d'accord aussi. Alors moi, personnellement, j'ai commencé tout de suite après les études. Mais après, ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'avoir une petite accroche en Suisse. Personnellement, j'avais fait déjà un stage en Suisse aussi. Je pense que ça montre aussi qu'on a intérêt, on a de l'intérêt. Enfin, ça leur donne aussi confiance. Ils voient
qu'on connaît un petit peu, qu'on sait où on met les pieds, je pense que ça peut être pas mal. Très bien. Euh, Tout à l'heure, Azanor, tu en as parlé finalement sur une journée de travail, sur les conditions de travail. Est-ce qu'il y a des horaires finalement un peu propres, alors peut-être à chaque canton ou à chaque région de Suisse? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à la France? Je dirais que on travaille plus tôt. On est bien décalé d'une heure, hein, je pense. C'est vrai. Ben, voilà. Et après, on finit aussi assez tôt. Alors après, je pense qu'encore une fois, ça doit dépendre aussi des entreprises mais où j'ai travaillé. Ils étaient quand même assez respectueux. Enfin, en fait, les horaires sont assez définis. Enfin, moi, j'ai jamais fait énormément de dépassement d'horaires. En fait, c'est compris dedans. Voilà, ça se fait assez bien. Après, ça dépend des postes. Là où je suis totalement autonome, hein. Si je veux commencer à 10 heures, je peux. Mais après, il y aura plus personne d'accessible peut-être à 17, 18 heures, hein. Voilà. Et par contre, à 7 heures, on peut travailler, hein. Oui, je dirais même, c'est même assez normal dans les entreprises. Comme, à 7h30, il y a déjà tout le monde déjà en train de travailler. Ouais, sur l'horaire, ça commence très tôt aussi. Alors, sur le dépassement, alors, il peut y avoir des personnes, donc, justement, on part à 5 heures et puis ça fait dans l'horaire, il y a pas de souci, mais avec le poste d'ingénieur ou même de cadre, il peut y avoir quand même beaucoup de dépassement d'horaire en ce qui me concerne. Mais c'est flexible, c'est plus un objectif d'horaire que il faut être là jusqu'à 19 heures parce que sinon ça fait pas une bonne image. Non, c'est pas le cas, c'est plus, il y a des objectifs et bah, voilà, il faut les remplir. Très bien, il nous reste encore quelques minutes. Je ne sais plus s'il y avait encore des questions. Bon, il y en a bien sûr beaucoup hein, qui se rattachent à la fois au statut social et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de sécurité sociale en Suisse comme il peut y avoir en France. Les assurances sont plutôt très onéreuses. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Après, il y a le statut de frontalier. Je ne sais pas, tiens, une question, quel est l'avantage d'avoir la nationalité suisse finalement? Qu'est-ce qui peut être déterminant pour prétendre à cette nationalité suisse? Tu veux répondre à Zéna? Alors, un avantage, moi, il y en a surtout. Un avantage, je sais pas, c'est plus un choix. Parce que, je sais pas, vu des normes. Alors, il y a quand même une certaine préférence nationale. Il y en avait une, en tout cas, par rapport à l'emploi. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais au niveau d'ingénieur, on a tellement besoin d'ingénieurs que j'ai pas vu la différence, moi, il peut y avoir. Avant, au niveau frontalier, il y avait aussi, pour embaucher un frontalier avant, il fallait justifier qu'il n'y ait pas de personne pour le même type de qualification en Suisse qui puisse prétendre à ce poste. C'est plus trop le cas, je crois, mais avant, c'était le cas. Donc, si on devient suisse, ça peut montrer une volonté de s'intégrer. Ça peut être aussi, ça fait un lien aussi un peu avec le frontalier. Sinon, c'est un choix, c'est pas vraiment payer moins d'impôts, je sais pas quoi d'autre. Se marier, ça fait une différence, mais devenir suisse, je sais pas, c'est plus un choix que vouloir un avantage spécifique de mon point de vue. Alors, une dernière recommandation en un seul mot, quelque part, ou en deux mots, Azénor, Eric et Damien, pour notre public de ce soir. Un dernier mot. Alors, je dois commencer. Je dirais qu'il faut rester ouvert, mais finalement, c'est pas spécifique à la Suisse, mais voilà. On arrive là, et puis il y a toujours quelque chose d'autre qui se présente, que ce soit les langues, des formations complémentaires, des expériences complémentaires, et voilà, le chemin continue toujours. Voilà. Super, merci. Je pense que soyez curieux pour les étudiants. Il faut toujours continuer à apprendre. Même ça fait 10 ans que, par exemple, qu'on est sorti de l'école, de l'INSA, mais on est toujours en train d'apprendre. Et le deuxième, oui, travaillez beaucoup dans les projets, dans vos missions.
pour bien amener ces projets. Damien, un dernier mot? Je ne veux pas être très original, pour moi, je rejoins un peu mes collègues sur. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment essayer. Ah ouais, je vais peut-être plutôt travailler en Suisse romande parce que ça parle français. Allez-y, en Suisse romande, vous trouverez, en Suisse alémanique, comme l'a dit Azénor, vous trouverez aussi des francophones, des gens qui parlent. C'est aussi accueillant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est aussi accueillant. Donc, n'hésitez pas à sortir de vos zones de confort et d'aller essayer. Très bien, bah, écoutez, l'heure passe et donc la ponctualité suisse veut que l'on arrête. Mais j'ai encore quelques mots à vous dire. D'abord, vous sollicitez quand même pour un mini-sondage pour voilà, nous aider à préparer les prochains, à toujours améliorer le concept de cet INSA Talk. Donc, merci d'y répondre. Je voulais aussi en profiter pour remercier les équipes de communication, Céline Noté-Maillou, Véronique Desruelles. Remercier également l'association des diplômés avec laquelle nous travaillons toujours main dans la main. Merci à Marilyn d'avoir été avec nous pour ce 20e INSA Talk. Et bien sûr, merci à nos 3 diplômés. C'était vraiment, encore une fois, très inspirant. Et merci au public. Voilà, soyez fidèles. Je voudrais aussi vous dire qu'on a déjà un prochain rendez-vous. Voilà, que vous allez voir sur l'écran. Donc, ce sera le 23 novembre et là, on traverse la Manche pour se retrouver à Londres et ce sera encore donc de nouveaux témoignages. Donc, continuez à faire rayonner cette marque INSA, à faire rayonner les INSA Talks. On compte sur vous. C'est beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment très satisfaisant quand on voit une audience nombreuse. Donc, merci à tous. Et puis, bonne soirée, bonne mission, bon voyage, bons entretiens et bonne continuation à tous. Un grand merci, bonne soirée et à très vite pour un prochain INSA Talk. Merci à tous. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci, au revoir.